Il n'y a plus de demande de parole. Éric Piolle, je vois. Et ensuite, Christine Garnier, Richard Cazenave. Oui, quelques mots sur ce débat d'orientation budgétaire. D'abord sur le contexte. Je pense que la situation économique que nous vivons, à la fois sur le plan de l'activité économique elle-même, sur le plan des conséquences sociales de cet essoufflement du modèle depuis maintenant quasiment 40 ans, la situation du chômage, David Queiroz le rappelait, au-delà du chômage, ce débat d'orientation budgétaire est l'occasion de souligner, comme d'ailleurs le vice-président aux finances l'a écrit, que le chômage réel, le sous-emploi réel est en fait le double du chiffre annoncé des chômeurs de catégorie A, du fait de la non prise en compte des quasiment 6 millions d'inscrits à Pôle emploi dans les catégories B, C, D, E, où on range plutôt à des fins statistiques les demandeurs d'emploi, également à cause des nombreuses personnes, plus d'1 million, n'étant pas inscrits à Pôle emploi, étant au RSA socle, et qui sont dans une situation qui finalement sortent des statistiques car n'étant pas comptabilisés dans la population active. Enfin, du fait de la situation des jeunes, là aussi, pour une bonne part, ceux qui sont suivis dans les missions locales ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Il y a donc cette réalité sociale très prégnante, une réalité également vis-à-vis du défi de la transition énergétique et du réchauffement climatique qui, nous le voyons pour l'instant, continue de patiner. Cette situation économique, cette situation environnementale, cette situation sociale, elle est en plus aggravée par des politiques récessionnistes. Ça a été expliqué, et d'ailleurs expliqué par Jean-Damien Mermillot-Blondin. Une politique récessionniste qui a un effet assez direct, à la fois sur la situation sociale, mais également sur la capacité des collectivités locales à faire émerger un nouveau modèle plus sain, plus dense en emploi, plus respectueux de l'environnement et qui nous permette de construire et de faire émerger le nouveau modèle. Enfin, dernier aspect, la situation de la métropole, de la collectivité, une situation plutôt correcte en termes d'autofinancement, en termes de dette également, même si évidemment la question des emprunts toxiques reste prégnante et à traiter. Et une situation qui sera le défi des 6 prochaines années. Nous partons, c'est rappelé, d'une agglomération extrêmement peu intégrée en termes d'action commune, également en termes de politique fiscale. Une fois que nous avons posé ce contexte, qui est un contexte lucide, il nous faut tenir un cap, définir un cap qui ne soit pas fait de fantasmes, autour d'un retour de la croissance qui serait salvatrice. Nous le voyons depuis maintenant 5 décennies, le taux moyen de croissance annuelle baisse de façon régulière et, comme c'était rappelé également, le risque déflationniste est aujourd'hui bien présent. Et finalement, une politique, une traduction à la japonaise avec 20 ans de déflation et de croissance nulle est un des scénarios envisagés et parfois par les économistes d'ailleurs comme étant le scénario le plus optimiste dans la situation dans laquelle nous sommes. Il nous faut donc, dans cette logique-là, avoir un cap extrêmement clair qui ne soit pas basé sur ces fantasmes d'entretien d'un modèle que nous savons épuisé, mais bien de lignes conductrices qui soient à la fois positives pour tout de suite, là, notre vie des habitants d'aujourd'hui, mais également qui soient pérennes dans le temps et qui permettent la transformation. Cela passe par un regard très clair autour des politiques publiques, des inégalités sociales et des inégalités territoriales. Je crois que c'était rappelé par l'intervention de l'ADIS. Il nous faut revisiter nos politiques publiques à une échelle territoriale qui nous permettent d'avoir une évaluation de ces politiques et finalement que ça fasse émerger une vie métropolitaine dans cette solidarité territoriale et dans un projet partagé, tout en respectant, je pense, la polycentricité qui est souvent avancée par le président Ferrari et qui correspond au respect des identités de chacun.
Et cela passera, me semble, par le fait que nos politiques ont peuvent avoir des effets réels, des effets de levier sur non seulement ce que nous partageons ensemble, hein, les transports, l'eau, l'assainissement, le développement économique, et également en regardant comment nous contribuons finalement à la situation des ménages extrêmement critique, ce budget contraint des ménages autour de l'alimentation, des déplacements et du logement. Nous voyons que nous avons dans les politiques publiques confiées à la métropole de vrais leviers sur ces 3 vecteurs clés d'amélioration des conditions de vie de chacun et de transition environnementale également dans ces pratiques de vie. Et c'est pourquoi, et je terminerai par là cette intervention volontairement courte, que je pense que le débat là, qui va se prolonger lors du débat budgétaire, qui va se prolonger, c'est important, effectivement, dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement, pour que cette ligne-là ne soit pas un exercice annuel, mais bien un exercice pluriannuel. C'est ça que nous allons construire, même si ce budget, évidemment, un budget d'agglomération avant le passage en métropole, on le saisit tous bien, reste un budget de transition. Tous nos efforts seront sur comment anticiper et ne pas subir. Comment anticiper également en regardant les mesures qui sont prises aujourd'hui comme plutôt le regard d'hier et nous tournant, anticipant sur les mesures de demain. Un exemple ici autour de la notation financière. Nous savons que dans une échéance assez brève, ces notations financières vont en fait s'élargir sur des notations non seulement financières, mais également environnementales, énergétiques, d'impact des politiques publiques sur le changement climatique, car petit à petit, les acteurs financiers et l'ensemble des acteurs économiques regardent cela comme étant finalement un signal de durabilité extrêmement fort. Donc c'est dans ces conditions-là que nous devons finalement créer nos politiques d'anticipation. Et cela passe également par un regard sur la dette qui soit différencié, un regard sur l'investissement qui soit différencié. Nous devons distinguer entre ce qui est nos investissements d'usage d'aujourd'hui, sur lesquels il nous faut être extrêmement vigilants, faire des choix clairs, sortir de la litanie que nous investissons pour nos enfants et que donc on pourrait tout faire, et bien regarder les investissements qui portent en eux, ça a été rappelé par le vice-président aux finances, des économies de fonctionnement par la suite, qui sont généralement liées à des économies également environnementales, donc qui sont bonnes dans les 2 dimensions, des économies ou des créations de valeur pour l'avenir, et ces créations de valeur sont également le plus souvent dans le domaine environnemental, dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'eau, des politiques foncières, des politiques également de développement économique. Nous avons donc là une ligne de crête, un cap extrêmement clair à tracer, qui commence à se préfigurer dans ce débat d'orientation budgétaire et qui va s'inscrire, je pense, dans le plan pluriannuel d'investissement et dans cette lisibilité sur l'ensemble du mandat. Je pense que ce qui est fait là est une première brique et c'est vraiment fait dans une étape de construction. Faisons levier sur le travail et les débats que nous avons aujourd'hui pour construire ensemble cette vision pluriannuelle. Voilà ce que nous souhaitions dire au nom de notre groupe.